C'est un conseil qui est souvent donné, notamment qui vient de Tim Ferriss, Scratch Your Own Itch. C'est en gros, travailler sur les trucs qui t'intéressent toi personnellement, toi. Et toi, c'est plus ou moins ce que tu as fait, donc on pourra peut-être avoir une petite discussion là-dessus. Mais globalement, je pense que c'est pas un très bon. Le problème en fait de faire ça, c'est que les entrepreneurs ils sont tous un peu pareils, quoi. C'est ça. Donc en fait, tu vas sur les trucs un peu évidents. Genre, tu dis ça aux gens, ils font je vais faire une formation en dev perso. Je vais faire une chaîne YouTube sur le dev perso et sur la productivité. C'est moi. Ouais, tu peux, mais il y a quand même beaucoup de trucs qui sont plus faciles à faire et qui ont plus de potentiel que de faire une formation sur la productivité, tu vois, ou une chaîne YouTube où tu testes des nouvelles méthodes, etc. Tu es sur les trucs qui vont être hyper concurrentiels. Et après, à mon avis, certaines des meilleures opportunités, c'est genre de faire du SaaS B2B sur un truc un peu chiant, tu vois. Enfin, exactement. Tu vas faire un SaaS pour les avocats ou un truc comme ça, où il y a peu de gens qui vont aller. Moi, ce qui m'amuse, c'est toujours c'est les mecs qui quand ils passent dans les podcasts autres, qui ont genre de SaaS un peu chiant, comment ils rationalisent ça en termes d'intérêt. Ouais, on fait économiser des milliers d'heures. Tu sens qu'ils sont se brainwash un peu même pour faire quelque chose qui les passionne. C'est la passion de leur vie, le software d'accounting. Après, je pense qu'à un certain point, tu vois, les gens peuvent Intellectuellement, c'est pas s'intéresser intéressant. pour des trucs particuliers. Une fois que tu comprends l'intérieur du truc et le puzzle et les problèmes qu'il y a à résoudre, intellectuellement, etc., c'est intéressant. Ça devient intéressant une fois que tu connais le truc suffisamment bien. Et qu'il y a c'est là où il y a le plus d'opportunités, en fait. Les gens, ils vont pas pour deux raisons. Numéro un, parce que ça les fait pas kiffer sur la surface de faire ça. Même si en réalité, tu te rends compte que si ta passion, c'est de faire du ice bath, dont on parlait là, et que tu fais un business de ice bath, bah en fait, tu vas faire de la logistique et sourcer des produits. Donc, c'est assez proche de ce que tu vends. Tu vas pas passer ta journée dans un bain froid, tu vois. Et même si tu fais un business où tu vends des planches de surf, bah, tu vas pas passer ta journée à surfer, tu vas passer ta journée à faire de l'e-commerce, en fait. Donc, il y a cet élément-là de surface qui est un peu une erreur. Scratch Your Niche, ça doit être une très bonne idée si tu es ultra normal, si tu es ultra chelou. Genre, si tu as des intérêts dans un domaine très particulier, ou si tu es un entrepreneur, mais tu es aussi ultra deep dans une sous-niche, etc., ça peut avoir du sens. Mais la plupart des gens sont assez basiques, en fait. Et je pense que Tim Ferriss, le truc où lui, ça a marché, c'est qu'il était précurseur sur prendre 1 milliard de suppléments alimentaires. Et donc, il a fait, OK, je vais faire des suppléments alimentaires de bodybuilding, mais si tu fais ça aujourd'hui, mec, tout le monde fait du bodybuilding. Donc et après, il était précurseur sur entrepreneur en ligne, en fait. Et après, il était précurseur sur les podcasts. Donc, en fait, ça avait pas mis à chaque fois d'être un peu en avance de tout le monde. Ah ouais, fondamentalement, tu vois, c'est pas une mauvaise option, mais en fait, ce que tu vas avoir, ça va être plus facile de bosser et d'exécuter ton truc. Et ça sera plus facile de comprendre quoi faire parce que ta recherche de marché, c'est toi. Mais ça sera aussi beaucoup plus concurrentiel. Il y aura plus de monde et il y aura potentiellement moins d'opportunités, moins d'argent, etc. Ça. Alors que si tu vas sur des gens qui ont plus d'argent, des plus grosses boîtes ou quoi, et que tu peux te motiver à travailler sur leurs problèmes, potentiellement, il y a beaucoup plus d'espace et d'opportunités à ce niveau-là. La version Amazon de ça, nous, par exemple, on a lancé IceBath. Et littéralement, je connais 3 Français entrepreneurs FBA qui ont aussi lancé leur IceBath. Parce que, en fait, la logique qui est conne mais valide, c'est que tu as peut-être 1% de la population qui s'intéresse au IceBath. Tu as peut-être 50% des entrepreneurs. Toi, je te donne un chiffre un peu taré, mais peut-être 20%, peu importe. C'est quand même des ordres de grandeur à peu près exacts, après accurate. Et après, l'autre aspect aussi, problématique, nous, c'est on a un mec qui a travaillé pour nous pendant 1 ou 2 ans. Un mec qui s'appelait Edward. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte qu'il allait que sur les produits qui l'intéressaient lui directement. Tu vois. Et initialement, tu te dis c'est une bonne idée parce qu'en fait, il a un avantage informationnel, il connaît le marché autre. Mais au final, l'avantage informationnel, il est surcoté, je trouve. En réalité, même des produits auxquels tu t'intéresses pas de base, nous, par exemple, on parle de produits de beauté maintenant. Tu passes 2-3 heures à lire les reviews, à comprendre comment ça marche. Tu as compris le marché, toi. C'est pas non plus énorme. Et du coup, ce que je me suis dit, nous, dans notre cas, ce qui est optimal, c'est plutôt de vendre soit sur des marchés pas sexy et evergreen. Donc, on parle souvent des payants typou, où toi, c'est un marché, ça fait rêver personne. Le marché va rester là pendant très longtemps. Il y a peu de chances qu'il y ait des grosses innovations dans le payant typou sur les 10 prochaines années. Et aussi, vendre les marchés où il y a peu d'entrepreneurs. Justement, les produits de beauté, c'est assez intéressant parce qu'il y a juste très peu de femmes qui vendent sur Amazon. Je crois que la stat, c'est littéralement moins de 10%, tu vois. Donc, forcément, tu as... Quand en fait, ça peut paraître bête, tu peux dire les opportunités, elles se valent toutes. Non, en réalité, tu as genre la moitié des vendeurs sur Amazon qui sont établis à Shenzhen ou à Guangzhou, donc dans la région en fait, où toute l'électronique de Chine est produite. Toi. Et donc forcément, ils vont avoir un focus sur l'électronique, toi, sur les usines qui sont à côté. Et tu as beaucoup moins de vendeurs dans justement les régions qui font les produits de beauté ou d'autres produits. Et donc, ça peut encore une fois paraître une logique un peu trop simpliste, mais je pense que c'est valable que du coup, la concurrence en électronique est surreprésentée et la concurrence en produits de beauté, je pense, est sous-représentée. Quoi. Justement, beaucoup de vendeurs qui débutent, leur premier réflexe, c'est de dire qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que j'utilise moi au quotidien, et ils vont là-dessus. Et je pense que c'est pas forcément la meilleure idée. Forcément, c'est plus difficile de faire ça si tu crées du contenu.
Mais c'est pas forcément impossible, en fait. Mais c'est plus dur parce qu'effectivement, il y a un côté un peu passion dans le contenu quand même. Il faut que tu aies envie de consommer. Parce que pour sortir de contenu, il faut en consommer, tu vois. Il faut que tu connaisses bien un marché, ce qui se fait, ce qui se regarde, etc. C'est plus dur. Mais c'est pas impossible de le faire. Notamment si tu t'intéresses à des marchés, justement, où en fait, personne n'est passionné par ces éléments-là. Donc, si tu reviews des clims, je sais pas, tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont passionnés par les clims, mais les gens doivent prendre une décision d'achat. Tu reviews les clims et tu es l'expert de la clim. Potentiellement, c'est un truc qui peut valoir beaucoup d'argent. Tu vois, combien est-ce que Samsung va payer pour avoir un sponsor, etc. C'est un exemple, mais vraiment un très bon exemple. Tu reviews des produits qui sont... Et en plus, tu ne feras pas des masses de vues. Notamment les aspirateurs, c'est un truc aussi, on avait parlé, parce que nous, on a contacté des différents youtubeurs, et on a contacté, au final, ils faisaient des revues d'aspirateurs, tu vois. Des trucs Dyson, machin truc. Ils faisaient entre 50 000 et 100 000 vues par vidéo, donc des trucs énormes. Alors ça, c'est fascinant parce qu'en fait... Un francophone ou un anglophone? Un anglophone. Tu as deux sources de trafic. Tu as en fait les gens qui tapent Dyson S14, enfin, le modèle, et qui tombent sur sa vidéo. Donc ça me paraît logique, toi. Les gens veulent voir c'est quoi le meilleur... Mais après, tu as les gens aussi qui sont passionnés, et tu vas voir dans les commentaires à discuter des mérites du Dyson S32 comparé au S33. Ça, c'est fascinant, toi. Et au moins, je pense que dans les 50 000 vues, tu as peut-être 20 000 personnes qui vont regarder chaque vidéo en mode intéressé, quoi. Et justement, lui, en sponsor, ce qu'il demandait, c'était genre du $8 000, toi. Par vidéo qui publiait. Il publiait genre 4 vidéos par mois. Bon, bah, il faisait déjà ses $36 000 en étant $32 000 en un truc très pointu, quoi. Plus de l'AdSense, etc. Et là, voilà, si tu comprends en fait des produits, moi j'avais réfléchi, tu vois, qu'est-ce que tu peux review comme produit en fait que personne ne review par intérêt, mais où il y aurait de l'argent et ça. Parce que le plus souvent c'est mal fait, toi. Le plus souvent c'est les top 5 machin truc, et en fait ils mergent, c'est des Indiens qui font ça, ils mergent des trucs ensemble qui ont aucun sens. Donc si t'es vraiment un mec qui montre que tu t'y connais, si tu peux dire notamment que t'as une formation justement de clim, enfin tu sais le mec qui installe les clims, toi je pense que tu peux faire des trucs vraiment bien, quoi.